Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Nous accueillons aujourd'hui par téléphone Audrey Desclincourt, victime de violences conjugales durant 18 années, qui a souhaité témoigner de son calvaire et de son enfer vécu. Bonjour Audrey. Bonjour Romain. Un grand merci à toi d'être parmi nous, d'avoir accepté l'invitation de KTB Radio. Merci beaucoup à toi. Merci à toi pour l'invitation. Alors, en préambule, je tiens à préciser pour les auditrices et les auditeurs qui écoutent cette émission que nous allons aborder des situations et des sujets qui pourraient être difficiles à entendre. Mais Audrey, tu as souhaité te livrer complètement pour témoigner de ce que tu as vécu. C'était important de préciser ça en introduction. Oui. Alors Audrey, on va revenir au tout début de ce calvaire. Tout a commencé par la rencontre d'un homme en 2005. Comment as-tu rencontré cette personne ? Alors c'était le voisin de ma sœur. Moi je faisais une école de secrétariat et donc fin d'année j'ai mon diplôme. Et donc lui ouvre une société auto-entrepreneur dans la maçonnerie et donc recherche une secrétaire. Donc il me demande directement si je veux bien travailler pour lui. Donc fin d'école, diplôme en poche, premier travail qui arrive derrière, j'accepte directement, surtout que je le connaissais puisque c'était le voisin de ma sœur et que mon beau-frère travaillait avec lui. Donc tu étais très jeune, tu avais 17 ans ? Oui. Et c'était ton premier petit copain, on peut dire ça comme ça. Oui, exactement. Et lui était plus âgé, hein, c'est ça hein ? Oui, plus âgé, il avait 15 ans de plus. Est-ce que les violences ont commencé tout de suite, rapidement, dès le début de la relation ? Oui, très rapidement, à peu près 2-3 mois après avoir commencé la relation. Et quel type de violence tu subissais au tout début ? Au début, c'était que des violences psychologiques. Donc il fallait en me disant que c'était lui qui m'avait donné le travail, que j'étais rien sans lui, que je ne pouvais pas faire quelque chose sans lui aussi. C'était des choses un peu banales dans la violence. Ça commence régulièrement comme ça. Et, est-ce qu'il avait des problèmes d'alcool ? Tout au début que j'étais avec lui, il buvait un peu, oui. Donc beaucoup de violence psychologique, le fait de te rabaisser, de te critiquer. Il y avait une forme d'emprise et de manipulation qui s'installait. Oui, exactement, l'emprise a commencé très très vite, puisque finalement c'était mon patron, c'était aussi le premier homme de ma vie. Donc moi je lui faisais une totale confiance et ça il en a joué beaucoup. Et une emprise économique aussi ? Tout au début, non. Au début, j'étais assez libre. Tout au début, j'avais accès aux cartes bancaires. Je travaillais pour lui, il me payait. C'était plus. Ça a commencé rapidement avec mes fréquentations, par exemple. J'avais pas le droit de parler à mes amis. Moi, je sortais de l'école, j'avais 17 ans, donc j'avais des amis hommes. Ça lui plaisait pas du tout. La façon de m'habiller. Il fallait pas mettre de pantalon moulant ou de jupe trop courte ou un maillot décolleté. Est-ce que les violences physiques sont arrivées aussi rapidement ou il a fallu attendre quelques années ? Non, ça a duré rapidement, 5-6 mois après le début de relation. Moi, je suis tombée enceinte rapidement et là, c'est là que les violences ont commencé. Et est-ce qu'on peut dire quelles étaient ces violences ? Alors au début, c'était des violences. Alors moi, j'appelle ça des violences légères.
c'est-à-dire de simples claques. Ou alors il me bousculait. Mais il me bousculait pas à me jeter quand même par terre, tu vois. C'était juste me bousculer pour que... une simple bousculade. Où il me poussait simplement. Oui, après c'était des claques. Mais ça n'allait pas plus loin. Est-ce que pour toi, à l'époque, tu pensais que c'était normal ce type de relation ? Alors moi j'ai eu un petit doute parce que je trouvais pas ça vraiment normal, mais après je n'arrivais pas à voir ce qui était vraiment mal dedans. Moi j'habitais chez ma grand-mère, je parlais avec elle. Après je lui ai pas expliqué correctement les violences qui ont commencé. Je lui disais qu'il y avait des choses que je trouvais pas normales. Et puis après elle m'a expliqué que elle a été mariée toujours avec le même homme et que donc mon grand-père, et que des fois il y avait des hauts et des bas dans un couple et que ça se surmontait. Donc au final après j'ai commencé à croire que c'était pas méchant et que c'était normal. Et est-ce qu'il avait un double visage, une différence de comportement lorsque la maison est fermée et lorsque vous êtes dans la sphère oui, alors quand il y avait du monde, parce que lui il était gérant en plus d'une société, donc quand il y avait les gens, donc les ouvriers et tout ça qui venaient, mais il était super adorable. Quand il était avec ma famille, super adorable aussi. Mais une fois qu'on rentrait à la maison et que la porte était fermée, là c'était quelqu'un qui il se fermait en même temps que la porte. Donc là son visage changeait complètement. Il me disait à chaque fois, t'as bien profité, t'as bien rigolé, et maintenant on est à la maison, quoi. C'est fini la rigolade. Et lors des premières violences, lorsque les premières violences sont arrivées, est-ce que tu en parlais à des personnes, à des amis, à la famille ? Non, j'en ai jamais parlé. Parce que par rapport au regard des autres, quand on regardait globalement, j'avais un travail, alors que je venais de sortir de l'école. J'avais un homme, moi j'étais encore une adolescente à 17 ans, et lui c'était déjà un homme qui s'apprêtait ou qui était bien habillé, gérant d'une société. Donc l'apparence, le regard des autres, moi ça me touchait beaucoup. Et donc je me disais les gens ils ont une bonne image parce que il y a une bonne situation autour, et finalement j'en ai jamais parlé, et la honte aussi parce que j'étais quelqu'un qui avait un fort caractère et qui me laissait pas faire, et finalement lui arrivait à faire tout ce qu'il voulait avec moi, donc j'ai jamais arrivé à en parler. Donc tu travaillais au bureau avec lui, c'est ça ? Oui. Mais rapidement il t'a ordonné de travailler depuis chez toi. Exactement. Donc au début j'ai le bureau pour travailler, et là je suis enceinte. Au moment d'accoucher, quand je rentre de l'hôpital, il y a plus de bureau. Il y a l'ordinateur qui est installé à la maison, le téléphone à la maison, et je dois travailler à partir de la maison. Et il y a un moment important lorsqu'on s'est appelé au téléphone pour préparer l'émission. Tu m'avais parlé de cette situation en 2006. Il t'a laissé toute seule dans un champ en pleine nuit. Oui. Alors ça c'était en 2006. Moi je fête mon anniversaire avec ma grand-mère, ma sœur, mon beau-frère et mon père avec sa femme. On passe un très bon moment, on s'en va en Belgique, dans un restaurant qu'on aimait tous. Et là, j'ai le malheur de parler à mon beau-frère, on rigolait. Et donc là, il dit rien devant tout le monde, il continue à parler bien, à faire bonne figure. Et là, on monte en voiture et il commence à s'énerver en me disant que il m'insulte. Je sais pas si je peux dire les mots, mais il m'insulte et c'est très vulgaire. Et de là, il part comme un fou en voiture, et d'un seul coup, il prend mon téléphone, il le jette par le carreau, et là, il passe de mon côté, il ouvre la porte et il me jette de la voiture, en plein milieu des champs, dans le noir, et plus de téléphone, plus rien du tout, et il s'en va. Et heureusement, il y a ma sœur qui est passée
peut-être un quart d'heure après. Alors j'arriverai pas à dire la notion du temps parce que une minute déjà ça paraît vachement long. Et en plus paniqué, je suis pas chez moi et dans le noir, au milieu de rien du tout. Et là, ma sœur qui arrive avec mon beau-frère et ceux qui me ramassent sur la route. Est-ce que tu as cette envie de porter plainte à cette période-là? Non, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi et qu'ils m'approchent plus. Sauf que à ce moment-là, mon père considère que les choses sont graves. Donc il va à la gendarmerie de où on habitait. Et là, les gendarmes ne font rien du tout. Ils me disent écoutez, le problème est réglé, votre fille est chez vous, lui est chez lui, et ça s'arrête là. Il suffit juste simplement de rester chacun chez soi et de pas s'approcher. Et s'il revient, à vous de pas le laisser venir. Et on verra tout à l'heure que c'est pas la seule fois où il y a une sorte de mur face à la police ou les gendarmes. Oui. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, à partir de l'arrivée de votre premier enfant, les violences n'ont pas stoppé et c'était même le contraire. Oui. Au fur et à mesure, en fait, moi j'accouche, le bébé prend beaucoup de temps, il fait du bruit, donc là, pour lui c'est insupportable. Il supporte pas l'enfant qui pleure, il supporte pas que je passe du temps avec l'enfant et donc moins de temps avec lui. J'ai ma famille qui vient assez régulièrement, je veux dire une fois par semaine, voir le bébé aussi. Et ça, pour lui, c'est impossible puisque, si mes parents viennent, par exemple, ils peuvent voir qu'il y a un problème dans le couple, que lui me tape. Et là, donc, il commence, lui, déjà à m'écarter tout doucement de ma famille. Il me supprime le téléphone. J'ai plus le droit au téléphone. Le seul téléphone que j'aurai, c'est un téléphone où, avant, on avait le droit à la facture détaillée. Et donc, le téléphone, je pouvais m'en servir que pour le travail. Ensuite, il me fait trouver des excuses au fur et à mesure à ma famille pour plus qu'ils viennent, en disant que je suis malade ou que j'ai pas dormi beaucoup cette nuit parce que le bébé il a beaucoup pleuré. Donc il écarte tout doucement ma famille. Et là, la violence elle commence vraiment crescendo. Là, on passe d'une simple claque à des coups de pied, à des coups de poing. À me claquer au sol et à plus pouvoir bouger, à prendre des cocottes, à me les jeter dans la figure parce que le manger ça lui convenait pas, et puis toujours cette force pour m'humilier, pour me rabaisser et puis de faire ressortir le côté que j'ai besoin absolument de lui, que je peux rien faire sans lui. Il y a une vraie forme d'emprise qui s'installe. Oui. Il t'a même laissé dehors avec ton enfant plusieurs fois. Exactement. Il y a eu de grosses périodes où il téléphonait à mon père et il disait Audrey elle veut partir et je la mets dehors, donc viens la chercher tout de suite et tu la prends elle avec l'enfant. Et donc mon père venait, moi j'étais même pas au courant, je savais rien du tout et je prenais un sac vite fait et mon père me ramenait chez ma grand-mère. Et puis quand lui avait fini de s'amuser, donc ça pouvait durer 1 mois, 2 mois maximum, il revenait tout gentil, en s'excusant, en disant qu'il allait changer, qu'il regrettait, que c'était lui cette fois-ci qu'il pouvait pas faire sans nous. Et moi, je culpabilisais beaucoup parce que je me disais je peux pas retirer l'enfant de son père. L'enfant, il va avoir besoin de son père. Et puis, moi, je pensais avoir besoin de lui aussi, parce que pour moi, on n'était pas mariés, mais pour moi, je le considérais comme mon mari déjà très rapidement. Donc, tu espérais qu'il change, c'est ça ? Oui, qu'il change. Et puis, il avait l'air sincère dans ses paroles. Je le connaissais déjà moi avant. Il avait eu plusieurs relations, mais sans enfant. Donc là, moi, j'avais cette chance entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, c'était pas vraiment de la chance, mais j'avais cette chance moi à ce moment-là d'avoir eu un enfant avec lui. Donc pour moi, c'était une preuve d'amour.
En 2008, tu tombes enceinte de ton deuxième enfant. Donc comme tu as dit tout à l'heure, les violences avec des coups de poing, coups de pied, des étranglements. Et il y a eu un gros problème avec ta grossesse. Oui, alors moi, que je pensais que justement, parce qu'à la première grossesse, il n'y avait pas eu beaucoup de violence pendant que j'étais enceinte. Donc la deuxième enfant, genre, je me dis, là, ça va se calmer, quoi. Enfin, je suis enceinte et il va pas me toucher. Et finalement, tout le contraire. Hein, l'enfant, c'était lui qui le désirait. Hein. Donc moi, là, pour moi, c'est un vrai enfer. Enceinte, il me donne des coups, tout ça, et là, je pars en hémorragie. Donc, il part au travail, il me laisse comme ça dans la maison. Grosse hémorragie, pas de téléphone. Je sors dehors pour appeler au secours. Et finalement, c'est des gens qui appellent les pompiers. Donc moi, j'étais allongée dehors dans la cour en attendant les pompiers. J'avais mon premier fils qui attendait à l'étage, qui dormait encore. Il était de bonne heure, hein, il travaillait sur les chantiers. Donc il partait de bonne heure le matin. Et là, je suis transférée dans un hôpital spécialisé pour les grossesses à risque à la suite d'hémorragie. Donc on déclenchera une césarienne et finalement tout se passe bien puisque l'enfant naît correctement, aucune complication après pour l'enfant. Est-ce qu'à l'hôpital, les médecins ont vu des traces sur ton corps ? Est-ce qu'il y a eu un signalement ? Alors, les médecins ont vu des traces. De toute façon, j'arrive pour une hémorragie, j'ai des coups sur le corps. Je veux dire que c'est pas anodin. Les médecins voyaient les choses. Mais non, aucun signalement. Rien du tout. On me demande même pas s'il y a eu un problème. On me dit, écoutez, vous avez eu un décollement du placenta. Et c'est des choses qui arrivent. Donc, il n'y a rien eu de fait par derrière. Donc là, tout s'enchaîne après l'arrivée et la naissance de ce deuxième enfant. Cet homme se dirige de manière plus radicale vers la religion musulmane. Oui. Donc au deuxième enfant, on décide de partir pour la première fois dans son pays d'origine et où il suivait pas spécialement la religion, hein, puisqu'il buvait à ce moment-là encore de l'alcool. Mais la seule chose qu'il faisait, c'est qu'il ne mangeait pas de porc. Donc lui, d'origine musulmane, hein, religion musulmane. Donc on s'en va dans son pays et là, aussitôt quand j'arrive, on me met un foulard sur la tête. On m'habille avec une longue robe parce que moi je suis arrivée là-bas avec un jean moulant, quoi, un jean de femme. Et donc là on m'envoie voir un imam, on me change la religion. Et là, à partir de ce moment-là, il prend au cœur sa religion. Par contre, je tiens à préciser que par la suite, en fait, lui est d'origine de religion musulmane, mais il a ses propres valeurs à lui, qui n'est pas les valeurs de la religion musulmane. Il arrange la religion à sa façon à lui, pour que je lui obéisse, pour qu'il ait ce qu'il veut, mais il n'a pas la bonne image que représente la religion. Donc je précise immédiatement, pour éviter toute forme d'amalgame, que toutes les personnes de confession musulmane n'agissent aucunement de la sorte. C'est une évidence, mais c'est important de rappeler. Audrey, à partir de ce moment-là, malheureusement, tu as commencé à subir des viols. Oui. Alors à partir de ce moment-là, en fait, là je suis devenue une femme complètement soumise. Plus aucun droit, même à l'intérieur de la maison. C'était lui vraiment qui commandait tout. Et malheureusement, après il faisait pas attention si moi j'avais envie d'avoir des rapports ou si j'en avais pas envie. C'est lui qui décidait quand avoir les rapports et je pouvais pas dire non. Est-ce qu'il avait toujours le même mode opératoire ? En général, oui. Souvent, c'était, il me tabassait. Hein. Là, on arrivait à un niveau où que
c'était plus les simples claques, les coups simples. Là, il me tabassait carrément. J'ai eu des fractures, j'ai eu tout ça qui n'ont jamais été guéries, hein, d'ailleurs, que j'ai jamais vu un médecin. Et donc, il me tabassait et après, il me conduisait à la chambre pour avoir des rapports. Alors que 2 secondes avant, j'étais allongée par terre et j'avais pas du tout envie d'avoir ces rapports. En 2012, naît ton 3e enfant. Et là, c'est un véritable enfer. Tu accouches à 7 mois de grossesse, en urgence. Oui, exactement. À ce moment-là, moi, c'est grosse panique, hein. J'ai 2 enfants qui sont à la maison et moi, donc, j'étais allongée au sol où je perdais beaucoup de sang. Et lui, il veut pas faire venir les pompiers, rien du tout. Donc, c'est lui qui prend en charge, qui me conduit à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, aussitôt, hein, les médecins ils m'examinent. Là, des coups, des anciens bleus, des traces encore toutes récentes sur moi. Mais il n'y a pas eu, ils me posent pas de questions. Donc là, il faut agir dans l'urgence. Je suis en train de perdre le bébé et ils sont en train de me le perdre aussi. Donc là, c'est césarienne en urgence. Le bébé part dans un service pour les grands prématurés. Et moi, je suis transférée dans un autre hôpital parce que l'hémorragie, elle s'arrête pas. Et donc, logiquement, je devais subir une ablation de l'utérus. Mais là, encore pareil, dans l'état où j'étais, dans les coups que j'avais sur moi, aucun signalement de fait. En 2017, vous décidez de déménager. Vous trouvez une maison isolée du voisinage. Oui. Donc ça, c'était volontaire, je suppose. Oui, volontaire, puisque on habitait dans un village juste à côté, il y a 3 kilomètres d'écart, hein, où les voisins avaient repéré qu'il y avait un problème chez nous. Donc, c'était des voisins qui étaient assez connus dans le village, et parce que le monsieur était gérant d'un taxi. C'était des gens qui avaient un peu le sang chaud, hein, des Marseillais. Et donc là, notre ancien propriétaire commence à voir qu'il y a un problème et que il faut pas laisser faire. Donc à ce moment-là, mon ex-mari décide de déménager. Étant dans une société de maçonnerie, il travaille en sous-traitance pour des agences immobilières. Donc là, il exige de trouver une maison avec un grand terrain, maison assez isolée puisque lui prétexte que il a du matériel, qu'il a des véhicules, qu'il peut faire du bruit tard le soir. Donc il lui faut vraiment une maison isolée. Donc là, rapidement, l'agence immobilière lui fait confiance puisqu'ils travaillent ensemble. Donc rapidement, on signe le bail et on déménage donc à 3 kilomètres de notre ancienne maison. Et là, je me retrouve dans un petit village où il y a tout. Mais le problème, c'est que la maison est un peu écartée. Et là, c'est le calvaire total parce que à partir de ce moment-là, on retire les enfants d'une scolarité. On les laisse faire l'école à la maison. Et donc, période de séquestration qui commence pour 5 ans. Et avec des faits... par exemple, tu dormais par terre? Oui. Alors, la chambre qui était notre chambre à nous, hein, la chambre parentale, devient sa chambre à lui. Et moi, j'ai eu le droit à dormir par terre dans le salon et juste à me servir de la cuisine pour préparer le manger. Toutes les autres pièces, j'y ai pas accès. Parce que je pourrais, par exemple, si j'avais accès aux chambres des enfants, j'aurais pu arranger quelque chose avec les enfants pour pouvoir partir. Donc là, impossible. Moi, je peux rester que dans le salon et que dans la cuisine. Je peux faire ma douche que en sa présence. Et surtout, je peux pas sortir à l'extérieur, même sur la terrasse, même dans le terrain. Si le facteur venait pour recommander quelque chose, je ne pouvais pas lui ouvrir la porte.
Là, c'est vraiment une période très très compliquée où en fait, je suis coupée de tout, mais vraiment complètement. On arrive à peu près à l'année 2020, donc la période de confinement. C'était une période difficile pour toi. Lui ne travaillait plus, il ne sortait plus de la maison, et toi, tu étais enfermé. Donc vous étiez tous les deux, toute la journée. Voilà, donc période de confinement, le travail au ralenti. Après, on n'avait plus le droit d'aller travailler de toute façon, et donc là c'est la période où il reste à la maison. Donc moi j'ai plus du tout d'échappatoire. Je peux pas respirer un peu la journée puisque finalement on passe H24 la journée ensemble. Et donc là pareil, là les coups et toutes les violences en tout genre. Là, c'était quotidien. C'était même des fois plusieurs fois par jour. Et tes enfants voyaient et subissaient ces violences aussi? On en parlait un petit peu tout à l'heure. Oui, les enfants. De toute façon, moi, je pars du principe où quand une femme est battue par son mari ou conjoint et que les enfants sont à côté, déjà là, ils sont victimes de violences. Parce que ça les impacte, dans tous les cas, ça les impacte. Que le mari touche ou ne touche pas à l'enfant, les enfants sont impactés. Ton 4e enfant arrive durant le confinement, c'est bien ça, en 2020? Oui, en 2020. Donc, c'est une journée où je reçois des coups et que finalement, j'arrive pas à me relever. J'ai des douleurs dans le ventre horribles. Et donc lui a peur, il croit qu'il m'a fait quelque chose, qu'il m'arrivait vraiment quelque chose, et donc il me conduit voir un médecin à l'hôpital. De là on fait une échographie, donc on parle pas qu'il y a eu des coups, ça se voyait bien, j'avais des traces de partout encore, et on parle pas des coups, mais le médecin donc me fait une échographie, et là je me rends compte que je suis enceinte de 3 mois et demi. Donc, obligé de garder l'enfant et donc de suivre la grossesse jusqu'au bout. Mais ça a été très dur à encaisser puisque c'était pas un enfant désiré, c'était un enfant issu de viols répétés. Après la naissance de ce 4e enfant, il y a un jour important, un élément déclencheur. Cet homme s'en prend à la toute dernière, la petite. Oui, donc c'était un vendredi, jour où justement il devait aller à la mosquée, et là il se réveille en retard. Donc il rate la mosquée et là il devient complètement fou. Il prend un jouet, une poussette, et il fait pour taper la petite avec, pour lui jeter. Et là, moi, je rattrape la petite de justesse et c'est moi qui reçois la poussette dans la figure. Et là, en fait, c'est moi qui sors, qui rentre dans une rage pas possible. La petite a 1 an et demi, à peine 2 ans, et il pouvait pas la taper, quoi. Là, je savais qu'il y avait pas de limite. Il avait jamais tapé un enfant à cet âge-là. Donc moi je m'énerve, je lui dis qu'il est complètement fou, qu'il peut pas toucher la petite comme ça. Et là en fait le fait que je me suis rebellée, que je me suis énervée, lui ça l'a mis dans une rage mais pas possible. Donc moi j'ai mis la petite couchée avec les autres enfants, je les ai fait écarter et pendant que je mettais la petite couchée, j'ai dit à mon fils écoute, là je crois que ça va aller loin, je le sens pas, il a jamais touché à la petite et ça va être grave, donc si tu vois que ça va trop loin, que j'arrive pas à arranger les choses, cette fois-ci il faut vraiment faire quelque chose. Et donc alors je me souviens, je reçois des coups, je suis allongée par terre, il me crache dessus, il m'étrangle. Mais j'arrive pas, en fait, j'ai passé une période de dissociation où il y a la sidération, tout ça qui rentre en jeu et moi je sais pas si je suis vivante ou si je suis morte en fait. Je me souviens que je crie mais vas-y tape, je sens rien du tout. Mais je sais pas, je peux pas dire si j'étais vivante ou pas et là d'un seul coup tout s'arrête et il y a plus de coups, il y a plus rien. Et
et moi je suis complètement perdue, quoi, parce que les coups s'enchaînaient et j'étais sûre d'être morte et j'arrivais plus à suivre ce qui se passait et j'entends sonner à la porte. Donc je vais ouvrir la porte, c'est la gendarmerie qui était là. Donc moi complètement perdue, ils me demandent si ça va. Moi je leur dis oui, tout va bien. Ils m'ont dit on nous a appelés parce qu'il y avait du bruit. Moi je dis mais non, vous inquiétez pas, il y a aucun problème et tout va bien. Ils me disent mais on peut rentrer pour vérifier. Donc moi je les laisse rentrer. Et là, lui, il est tout calme, tout souriant, tout gentil. Franchement, on lui donnerait le bon Dieu en confession. Et là, les gendarmes me disent, on va vous séparer pour voir si vraiment il n'y a pas de problème. Je dis, mais il n'y a pas de problème. On s'est peut-être un peu disputé parce qu'il a moins de travail en ce moment, mais ça va, quoi. Et donc là, il m'oblige à aller dans une chambre. Et donc la gendarme était là et elle me dit mais vous avez des coups partout la figure. Je dis mais c'est pas grave, ça arrive, il y a rien de méchant, rien de bizarre. On s'est disputé, il y a peut-être une claque qui est partie. Et là elle me dit mais il y a plus qu'une claque, quoi. Elle me fait déshabiller, je me retrouve en sous-vêtements et j'ai des bleus partout le corps. Et là elle me dit mais on peut pas laisser ça, nous on peut pas partir et rien signaler. Donc ils ont téléphoné directement au procureur, ils ont pris les photos, ils ont envoyé directement et là il a été placé en garde à vue aussitôt. Et tu pesais 35 kilos, c'est ça, à ce moment? Kilos. Oui, 38 kilos. Donc cet homme est en garde à vue, il est placé sous contrôle judiciaire. Alors il a fait une garde à vue avec une prolongation et une comparution immédiate. Et après, placé en contrôle judiciaire. Ensuite, vous passez au tribunal ? Oui. C'est ça ? On a passé rapidement, par contre, au tribunal, parce que je veux bien préciser, parce que des fois, on dit c'est très long, et tandis que là, je dépose plainte fin janvier, et au mois d'avril, je passe au tribunal. Et quelle a été sa peine ? Alors, il a eu 1 an de prison ferme, donc 4 mois avec sursis, avec une mise à l'épreuve sur 2 ans, un suivi psychologique obligatoire, un stage à la sensibilisation des violences faites aux femmes obligatoire à faire, et une interdiction de rentrer en contact avec moi pendant 2 ans. Est-ce qu'il a fait la totalité de sa peine ? Alors il a validé la totalité de sa peine, c'était sous bracelet électronique, il n'a pas fait de prison, c'est un simple bracelet électronique. Il a fait la totalité de sa peine, il a eu une remise de 20 jours parce qu'il a effectué le stage à la sensibilisation, donc il a eu une remise de 20 jours et sinon il a fait sa peine complète. Est-ce qu'il pouvait être en contact avec toi et les enfants ? Alors avec moi, il n'avait pas le droit de rentrer en contact. Pendant son contrôle judiciaire, il n'avait pas le droit d'être en contact aussi avec les enfants. Mais une fois passé le jugement, et à partir du jugement, l'interdiction de rentrer en contact avec les enfants a été supprimée. Parce que la loi dit que malheureusement, malgré les actes qu'il a fait, il faut garder un lien parental des deux côtés, donc que ce soit la mère ou le père. Est-ce que c'est à cette période où tu déménages du côté de Digne ? Moi, j'ai déménagé à Digne le jour de mon dépôt de plainte. Je dépose plainte au commissariat. Ils me disent que j'ai le droit à une protection, que je peux être éloignée si je veux, ou garder la maison où qu'on habitait. Ouais. Sauf que moi, j'ai pas de permis et je veux vraiment fuir cet endroit. Donc, je demande d'être protégée. Et donc de là, ils m'ont trouvé un foyer qui accueille les femmes victimes de violences. Donc ici à Digne, le foyer des Méronettes. J'ai pas d'argent puisque c'est lui qui a tout, carte bancaire, tout ça. Et puis je travaillais pour lui, mais j'étais pas payée. Donc j'avais vraiment plus rien. J'avais vraiment rien du tout. Donc là, c'est les gendarmes qui ont contacté un taxi. Le taxi, je paye rien, ça vient de l'État, je pense, c'est dans leur service.
Et le foyer, pareil, je suis mise dans une chambre avec mes 4 enfants. J'ai pu garder les enfants avec moi. Donc, je suis placée dans un foyer où que j'ai pas besoin d'argent. Tout est pris en charge. Il n'y a pas d'argent à dépenser, il n'y a pas d'argent à avoir, quoi. On peut s'en sortir avec les aides qui nous fournissent. Audrey, est-ce que par la suite, tu as souhaité reprendre un appartement toute seule après cette période en hébergement ? Alors oui, moi je suis restée en hébergement pendant 1 mois. Pendant l'hébergement, on a le droit à des éducateurs qui nous aident pour mettre tous nos papiers en ordre, tout ça. Et donc moi, je fais une demande de logement social. Sauf que il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup de logements. Et là, surtout qu'il me faisait un grand logement, puisque j'ai 4 enfants avec moi. Donc là, je décide, je passe mes journées à faire toutes les annonces pour trouver un appartement, tout ça. J'ai une veilleuse de nuit du foyer qui était adorable, qui m'a beaucoup aidée et qui cherche avec moi les appartements. J'appelle tout le monde, mais sauf que malheureusement, c'est un peu compliqué quand on est dans un foyer. Sans revenu, sans travail, et avec 4 enfants, de trouver un logement. Mais j'ai eu la chance aussi d'avoir trouvé une personne que j'ai expliqué directement la situation. Je lui ai rien caché. Et là, il y a une personne qui a bien voulu me louer un appartement, qui est très très correct. Et donc moi, j'arrive là dans cet appartement. J'ai mis tout juste 1 mois pour trouver l'appartement. Et malgré l'interdiction qu'il a d'entrer en contact avec toi, il vient chez toi. Oui, pendant que j'étais donc au foyer, certaines personnes de ses connaissances, des amis à lui, me surveillent pour voir où je vais, tout ça. Et là, j'emménage donc dans l'appartement, donc visible à l'œil de tout le monde. J'ai les meubles qui passent, tout ça. Donc directement, il a su que j'avais déménagé dans un appartement. Et là, ça a été aussitôt il est arrivé ici. Et là, il me parlait comme s'il n'avait pas passé au tribunal, comme s'il n'y avait rien eu, en me disant oui, t'as détruit ma famille, mais on peut reconstruire la famille. J'ai compris, tout peut s'arranger et je t'en veux pas pour ce que tu m'as fait. Et donc il reprend le lien comme ça et le contact tout doucement, tranquillement. Et malgré l'interdiction, c'est ça, il n'avait pas le droit de venir, chez toi. Malgré le jugement qui avait été déjà passé. Ouais. Audrey, malgré le jugement et la condamnation, par cette emprise, as-tu envie de retourner avec lui ? Oui, j'ai eu envie de retourner surtout après le jugement. Parce que on passe devant un tribunal où il essaye de se faire pardonner devant la juge. Il me demande pas pardon à moi, mais il demande pardon à la juge de ses actes. Et là, en fait, j'ai l'impression de voir un homme un peu qui réagit à la situation et à ce qu'il a fait. Donc moi, à ce moment-là, je baisse la garde. Je suis toujours sous emprise. J'avais pas vu encore de psychologue, rien du tout, parce que je pensais pouvoir m'en sortir sans aller voir de psychologue. Donc moi, je baisse ma garde et il m'approche et je le laisse approcher finalement et il fait tout gentil. Il est tout gentil. Qu'est-ce que j'avais connu tout la première fois il y a 18 ans en arrière, en fait, je le retrouve devant moi finalement. Et c'était l'homme que je voulais, il était redevenu celui que j'aimais. Et donc moi je retombe dedans et il me demande de faire une lettre au juge des applications des peines, à son avocate, où je dois demander de reprendre la vie commune. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis pas. Il y a une chance que je récupère ma famille au complet, que les enfants récupèrent leur père, qu'on redevienne une famille. Et puis il était gentil, donc ça allait être la famille que j'avais rêvé. Donc moi, je tombe dedans, je fais la lettre que je vais déposer à son avocate.
Et par contre, pour le juge des applications des peines, moi, je téléphone directement à son bureau. Et entre-temps, on passe au tribunal, au juge pour enfants, puisque une fois qu'on a déposé plainte, en fait, il y a une protection de l'enfance qui rentre en jeu, et parce qu'il y a une mise en danger pour les enfants. Et donc, on est convoqué au juge pour enfants. Et là, ils me disent, mais madame, il a été condamné, on a fait tout ce qu'il fallait pour vous protéger, et vous nous demandez de reprendre la vie commune. Et donc là, j'ai le deuxième déclic, parce que si je retourne avec lui, en fait, on me retire mes enfants vont être placés. Et là, je dis, c'est pas possible, quoi. Il faut que je tienne. Mais ça a été très dur, parce que j'ai dû vraiment me battre contre moi pour pas retourner avec lui. Mais lui, il est revenu à la charge. Il est venu chez moi, il a passé plus d'une semaine chez moi, enfermé chez moi, où que les violences et le viol ont continué. Il nous a emmené de force à son domicile, et là, pareil, les violences, les viols, on a dû s'échapper par une fenêtre au premier étage. On a dû sauter par la fenêtre pour se sauver. Et heureusement que j'ai toujours un enfant qui a un téléphone sauvé, parce que à l'heure d'aujourd'hui, franchement, je crois pas qu'on serait tous là. Et tes enfants, c'est ta force de te battre? Oui, c'est ma plus grosse force, parce que moi je l'ai subi et j'ai pas envie que eux le subissent encore, parce que finalement ils l'ont subi aussi. Il a été jugé coupable aussi pour des violences sur les enfants, et j'ai pas envie que eux revivent ça plus tard, et même encore maintenant, parce que si je le laisse approcher, je sais qu'il changera jamais. Une personne qui est violente comme lui, ou comme tout homme qui serait violent, il n'y a pas que lui, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont violents, ces personnes-là, malheureusement, ils changent pas. Et c'est pas une maladie. Beaucoup de personnes disent que c'est une maladie, mais c'est pas une maladie, c'est leur mentalité, c'est leur jeu qu'ils aiment, et moi j'aime pas qu'on dise que c'est une maladie. Et aujourd'hui, tu n'as plus du tout de contact avec lui? Alors aujourd'hui, là j'arrive à une période qui est très difficile. C'est qu'on arrive à la fin de l'année, et donc on arrive à la fin des 2 ans qu'il a l'interdiction de m'approcher. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il ne m'approche pas, mais je pense que c'est le calme un peu la tempête, c'est-à-dire que il va calmer les choses, parce qu'il n'y a pas longtemps, il était encore à me surveiller et à me suivre, et de tout faire pour m'embêter. Et là j'ai plus rien. C'est-à-dire que ça fait 2 mois, par exemple, qu'il paye la pension alimentaire alors qu'il l'a jamais fait. Il est tout gentil, il m'envoie un message pour me dire je t'ai fait le virement, c'est bon, t'as ce que tu dois avoir, passe une bonne journée. Mais bon, là, l'interdiction va finir, et je sais qu'il essaye, qu'il fait semblant. Il essaye pas, parce qu'il y sera jamais, mais qu'il fait semblant d'être gentil pour pouvoir attaquer quand l'interdiction va s'arrêter. Audrey, nous parlerons de tes enfants dans la deuxième partie de l'émission. Mais avant, on va écouter une musique que tu as choisie. Oui. Une chanson qui s'appelle N'insiste pas de Camille Lelouch. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson? Alors, en premier déjà pour l'artiste, parce que c'est une dame aussi qui a vécu des violences, et qui, malgré sa carrière, elle a une bonne carrière, et elle a décidé d'en parler et de se battre aussi, puisqu'elle en est sortie de cette situation. Mais les paroles de la chanson, ça reflète exactement mon vécu, c'est-à-dire on leur demande d'arrêter, on les supplie d'arrêter, et finalement ils arrêtent pas, et c'est à nous de trouver la force justement pour qu'ils arrêtent. Et je trouve que ces paroles sont vraiment touchantes, et ça reflète la vérité. Nous écoutons tout de suite N'insiste pas de Camille Lelouch, et vous êtes sur KTB Radio. N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter.
N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas sans condition. N'insiste pas, ouais. N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi. N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix. N'insiste pas, jamais je veux enterrer tes regrets. N'insiste pas, faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. N'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais. Je suis foutu, hey. Je te dis que je suis foutu. Me laisse, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. N'insiste pas, j'ai le temps d'oublier. N'insiste pas, ton temps est passé. N'insiste pas sur ce que tu m'as dit. Tu m'avais promis stop. N'insiste pas, tout est terminé. Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule. T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule. Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule. N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours. Ce que je voulais c'était ton amour. N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi. N'insiste pas, t'es dangereux. Putain, tu caches bien ton jeu. N'insiste pas, c'est terminé. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Tourne dans ma tête. Tourne dans ma tête. Nous sommes de retour sur KTB Radio avec Audrey, victime de violences conjugales durant 18 années. Et Audrey est au téléphone avec nous. Alors Audrey, on va parler maintenant de tes enfants. Les enfants ont subi et vu ces violences physiques et psychologiques. Quel type de violences ont subi les enfants ? Alors c'était beaucoup de violences psychologiques et physiques. Psychologiques où on disait aux enfants que un peu la même chose que moi, hein, qu'ils pouvaient rien faire sans leur père, que c'était lui qui apportait tout à la maison et qu'il les sortirait toujours des problèmes, qui seraient toujours là pour lui, mais pour eux, mais au final c'était tout le contraire. Des violences physiques où par exemple si les enfants pleuraient ou s'ils étaient trop agités, et ben là il les tapait. Après il obligeait par exemple mon fils d'aller au travail sur les chantiers et il devait faire le travail d'un homme alors qu'il était simplement un enfant. C'était beaucoup de choses comme ça. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Tes enfants sont nés de viol. Oui. Penses-tu que cet homme ait violé tes enfants aussi ? Non, j'ai pas de doute dessus puisque quand on a été interrogé par la gendarmerie, les enfants ont été assez ouverts pour en parler parce que ça les a beaucoup soulagés. Et quelles sont les conséquences de ces violences vis-à-vis des enfants ?
Ben, c'est très dur pour les enfants parce qu'aujourd'hui, ils ont dû se reconstruire, en totalité. C'est-à-dire qu'ils avaient aucune vie sociable, puisqu'on était séquestrés. Ils ont grandi dans la violence, donc ils ont peur de beaucoup de choses, des bruits, des odeurs, des voitures qui ressemblent à la sienne, des hommes qui ressemblent à lui. J'ai un fils qui a vu que qui a jugé que la sanction que son père avait eue n'était pas correcte par rapport aux faits. Et donc il a défié la justice complètement jusqu'à lui se retrouver en prison. J'ai des filles qui supportent pas les hommes, qui ont peur des hommes. J'ai une petite fille qui a été muette pendant des années, qui commence seulement à parler, qui a un retard complet au niveau de l'école puisque elle n'arrive pas à s'intégrer à l'école. Les 3 filles ne s'intègrent pas à l'école puisque ils ont jamais été vraiment à l'école. J'ai un fils, lui, qui a décroché complètement l'école, il a jamais retourné. C'est des séquelles au quotidien. On se rend pas compte, mais c'est des séquelles au quotidien. Et toi, de ton côté, quelles sont ces conséquences? Alors, pareil, j'ai un stress post-traumatique qui part pas. J'ai eu un suivi psychologique, j'ai essayé plein de thérapies, mais ça part pas. Donc pareil, ça va être les bruits, les odeurs, des réactions qui seront peut-être déplacées, excessives. C'est-à-dire que si aujourd'hui, des fois, on élève un peu la voix, là, je vais partir en panique. Si on me donne un ordre au travail, ce qui est logique, puisqu'on a des patrons et on me donne un ordre à faire, je le supporte pas. Je peux m'énerver facilement parce que ça me rappelle les ordres que lui me donnait. Je passe des nuits complètes sans dormir. Ça peut durer pendant plusieurs jours. Des mots qu'on me dit et qui sont pas méchants, mais lui il les utilisait d'une mauvaise façon, donc ça me rappelle toujours lui son discours et donc ça me fait très mal. Et au quotidien, il faut se battre contre tout ça pour avoir une vie à peu près normale et faire voir le moins possible aux gens ce qu'on a vécu et ce qui nous touche vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui tu vis dans la peur? Oui. J'ai toujours des tocs, c'est-à-dire que il faut que je vérifie 10 fois si ma porte elle est fermée, ou il y a des jours j'arrive pas à sortir de chez moi, je suis sûre qu'il est là. Quand je sors de chez moi, je suis toujours en hypervigilance en fait avec tout. Il faut que je surveille s'il est pas là, s'il y a pas quelque chose que lui va me faire, mais pas directement par d'autres personnes, ou c'est vraiment de l'hypervigilance au quotidien. Cet homme n'est pas allé en prison. Quel regard portes-tu aujourd'hui sur la justice et les condamnations judiciaires de manière générale? Je trouve que les sanctions ne sont pas appliquées correctement, parce qu'il y a des remises de peine alors que les faits sont graves, que ce soit des violences qui ont duré pendant des années ou sur une petite période, les faits sont graves. La victime, elle va mettre des années avant de s'en remettre, ou voire même des fois pas du tout. Et donc les sanctions, je les trouve vraiment ridicules. Au niveau de la justice, je trouve que s'il y aurait une sanction du premier coup exemplaire, moi j'appelle ça des sanctions exemplaires, ou qu'il y aurait vraiment une réelle sanction, les auteurs en fait ils recommenceraient pas, ou alors ils essayeraient même pas de faire quelque chose, et on n'arriverait pas jusqu'à des féminicides. Audrey, tout à l'heure tu as parlé de tes filles qui avaient peur des hommes. Est-ce le cas de ton côté aussi? Est-ce qu'aujourd'hui tu as peur des hommes? Alors, j'en ai pas peur, c'est-à-dire que je vais les croiser dans la rue. J'ai beaucoup d'amis, moi, qui sont hommes, d'ailleurs. Mais juste des amis. Et je peux pas, aujourd'hui, refaire ma vie avec quelqu'un. J'ai pas confiance. J'ai peur de refaire ma vie avec un homme.
Et pour moi, c'est pas envisageable à l'heure d'aujourd'hui d'avoir quelqu'un dans ma vie. Qu'aimerais-tu dire à une personne, femme ou homme, qui subit aujourd'hui des violences et qui n'ose pas parler? Qu'aimerais-tu dire à cette personne? Alors, d'abord, dans un premier temps, il faut savoir que, en fait, il faut jamais dire à une victime qu'elle doit partir. Plus qu'on va lui dire ça, plus qu'elle va s'accrocher pour rester. Il y a le système d'emprise derrière et de manipulation, donc la victime n'est jamais prête à partir. Moi, je dirais plutôt aux victimes qu'il faut qu'ils trouvent le déclic pour partir, parce que tout ça, ça vient d'un déclic. Peut-être une personne qu'ils aimeraient revoir, l'envie de changer de vie. Les violences, ça amène souvent à l'isolement, hein. On est souvent tout seul et on voit pas d'issue à tout ça. Mais il y a beaucoup de personnes autour de nous qui peuvent nous aider. Et moi, je le vois, hein, je suis beaucoup sur des associations, sur des entraides entre nous, hein, entre victimes, ou qu'on s'aide mutuellement. Et il y a un soutien vraiment énorme. Moi, je suis repartie de zéro, hein. J'ai pris un appartement, j'avais pas un meuble, j'avais rien du tout. Et j'avais plus de famille, hein. Ma famille est à 800 km de chez moi. Et finalement, aujourd'hui, je me retrouve avec une grande famille, beaucoup d'amis, et j'ai un appartement où il me manque rien, mais c'est beaucoup de choses qu'on m'a données, qu'on m'a offert. Et puis, il y a beaucoup d'aide quand même derrière. Et le CIDFF, moi, je tiens à préciser que le CIDFF, il faut absolument les contacter et avoir un suivi psychologique aussi derrière. Mais il faut que la personne, la victime, ait ce déclic d'elle-même. On peut pas la forcer. Il faut qu'elle vienne d'elle-même. Et les personnes qui entourent les victimes, en fait, il faut pas eux aussi qui disent qu'il faut qu'elle parte. Il faut pas lui dire mais tu te rends compte comment qu'il est avec toi, tout ça. Toutes ces phrases-là, en fait, ça nous rabaisse encore et ça nous fait plus mal et on n'a plus envie de se battre après pour s'en sortir. Il faut que la personne qui est autour de la victime l'aide à trouver et à l'accompagner pour trouver ce déclic. On a souvent des enfants, on a souvent quand même une famille même éloignée. Et rien que le fait de dire mais je dois me battre pour être heureuse avec mes enfants ou me battre pour retrouver ma famille, ça c'est important. Après, il faut pas qu'on cherche en tant que victime, hein, il faut pas qu'on cherche à redevenir la personne qu'on a été avant d'avoir la violence, parce qu'on retrouvera jamais cette personne-là. Mais on retrouvera une personne plus forte, plus courageuse et une personne, moi je l'appelle ça une renaissance, hein. Je ne me croyais pas capable d'avoir autant de force et finalement je découvre une force et un courage que j'aurais jamais soupçonné d'avoir. Et quand on retrouve ça, franchement c'est merveilleux et on voit pourquoi on s'est battu et le chemin qu'on a fait et à la fin on est très fiers de nous. Nous annoncerons à la fin de l'émission les numéros, les adresses à contacter pour venir en aide aux victimes de violences. J'aimerais qu'on parle avant d'une exposition à laquelle tu as participé il y a quelques jours. Est-ce que tu peux nous en parler, cet événement? Alors, c'est une photographe qui a subi une tentative d'assassinat. Alors, je veux pas parler à sa place, hein, parce que c'est son histoire personnelle, mais elle a subi beaucoup de violences et vraiment un enfer. Et elle était morte, cette dame. Et finalement, elle a été sauvée. Et son mari, à ce moment-là, donc un lâche, a préféré donc se suicider. Et cette dame a survécu. Elle a fait des mois, des années d'hôpital, de rééducation. Et aujourd'hui, en fait, un peu comme nous, on s'appelle des guerrières entre nous. Donc je veux dire entre guerrières, on a décidé de faire de notre douleur une force. Et donc cette photographe a voulu mettre en image, alors pas une expo photo avec des dames où qu'on voit des coups, des bleus, tout ça. Elle a voulu mettre en image en fait le fait qu'on puisse s'en sortir après avoir vécu toutes les violences.
et prouver que finalement quand on part, on retrouve une force énorme. Et en fait, toutes les photos parlent de notre naissance, en fait, d'avoir survécu à tout ça. Et franchement, pas besoin d'expliquer les tableaux. Les tableaux sont esthétiques et c'est vraiment génial. Ça a beaucoup plu aux gens et il y a eu beaucoup de monde et ça a fait réagir beaucoup de personnes. Audrey, nous allons rappeler quelques tristes chiffres concernant les violences conjugales. En 2024, les services de sécurité ont enregistré 272 400 victimes de violences commises par leurs partenaires ou ex-partenaires. 64% des violences conjugales enregistrées par les services de sécurité sont des violences physiques, 31% sont des violences verbales ou psychologiques et 5% sont des violences sexuelles. 84% des victimes sont des femmes, 85% des mises en cause sont des hommes et seulement une victime sur 6 porte plainte auprès des services de sécurité. Audrey, quelles sont les adresses ou les numéros à contacter pour venir en aide aux victimes de violences ? Alors, moi, je conseillerais le CIDFF. En principe, il y a un CIDFF dans chaque grande ville. Alors ça, c'est les numéros, ils sont uniques pour chaque CIDFF, ils ont leur bureau. Donc tous ces numéros-là, on peut les retrouver directement sur Internet. Ensuite, quand on fait un dépôt de plainte, il y a France Victime qui est marqué sur chaque dépôt de plainte avec un numéro de téléphone. Ou alors moi j'ai un numéro mais qui fonctionne que pour les Alpes de Haute-Provence. Donc c'est le 06 88 19 77 47. Ensuite on a la violence femme info ou que ça n'engage à rien. On est juste écouté et si il vous explique comment faire pour la suite et vous aider. Donc ça c'est le 39 19. Et ensuite il y a un numéro très important, c'est le 114. C'est un numéro d'urgence. Si on peut pas parler, il marche très bien aussi par SMS. Ou qu'on peut demander de l'aide par SMS. Et en fait, si on est agressé, qu'on se cache quelque part pour éviter les coups, l'agresseur nous entend pas parler. Tout ça se fait par SMS. Donc c'est le 114. Il y a le 31 19 aussi, un numéro d'urgence pour les femmes victimes de violences. Est-ce que les personnes peuvent te contacter aussi sur tes réseaux ? Bien sûr, mais alors surtout mon Facebook. Mon Facebook est ouvert à toute victime ou ancienne victime ou seulement aux personnes qui ont besoin de parler ou d'être écoutées ou d'être soutenues. Moi, je suis ouverte à tout. Si ça peut les aider, les motiver, avoir une oreille attentive, je suis passée par là, j'arrive à m'en sortir et donc je voudrais que ces personnes-là en fait s'en sortent et qu'on n'ajoute pas un numéro de plus sur un féminicide et donc toute personne peut me contacter sur Facebook et je serai heureuse de pouvoir les écouter. Malheureusement, on va devoir se quitter. On arrive au terme de cette émission. Merci Audrey d'avoir partagé avec nous ton histoire, ton combat. Un grand merci à toi. Mais avant, on va se quitter en musique. On va écouter une dernière chanson. Elle se relèvera de Rosa D. C'est un hymne contre les violences faites aux femmes. Alors cette chanson en fait elle est très bien faite parce que elle retrace les violences qu'on peut avoir et au final elle donne envie de s'en sortir parce que quand on écoute vraiment mais réellement les paroles elle dit bien dans sa chanson que elle se relèvera, donc on peut avoir subi plein de choses et oui, être vraiment à bout et au fond, et finalement, on arrivera toujours à trouver la force pour s'en sortir. Merci Audrey. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt.
Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB Radio. Donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Je rappelle que vous pouvez télécharger les applications gratuites de KTB Radio depuis Play Store et App Store pour nous écouter où que vous soyez. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux également. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter cette émission avec Audrey Desclincourt, victime de violences conjugales durant 18 années. Et nous terminons cette émission avec Rosa D et la chanson Elle se relèvera. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple. Elle cache ses bleus sous des manches longues, un sourire forcé pour que le monde ne voit pas les ombres derrière ses yeux. Chaque nuit elle pleure en silence pour ne pas réveiller le feu. Il lui dit que c'est sa faute, qu'elle l'a cherché, qu'elle devrait l'aimer même quand il l'a brisé. Mais dans son cœur, une étincelle brûle encore, une voix qui murmure: tu vaux 1000 fois plus que cet or. Elle a compté les jours, les heures, les secondes où elle pourrait qu'enfin fuir son monde. Elle se relèvera, même les mains tremblantes. Elle retrouvera la lumière éclatante. Elle effacera ses cris, ses coups, ses chaînes, et laissera derrière elle toutes ses peines. Elle se relèvera, plus forte que jamais, et plus jamais il ne la touchera. Chaque pas vers la porte est une victoire. Elle ferme les yeux et réécrit son histoire. Elle entend encore son nom dans sa colère, mais dehors le vent lui souffle qu'elle peut refaire la mer. Les voisins n'ont jamais rien dit, trop effrayés, mais elle sait qu'aujourd'hui elle va s'échapper. Le ciel s'ouvre, les étoiles l'accompagnent, et la lune éclaire la route qu'elle gagne. Elle a compté les jours, les heures, les secondes où elle pourrait enfin fuir son monde. Elle se relèvera, même les mains tremblantes. Elle retrouvera la lumière éclatante. Elle effacera ses cris, ses coups, ses chaînes, et laissera derrière elle toutes ses peines. Elle se relèvera, plus forte que jamais, et plus jamais il ne la touchera. Un jour elle parlera pour celles qui n'osent pas. Elle tendra la main à celles qui sont encore là. Et dans ses yeux, on verra l'horizon d'une femme libre, fière, debout, sans prison. Elle se relèvera, même les mains tremblantes.
touchera.